Merci de votre fidélité au programme de la télévision Labari. Dans un instant, les titres du journal. 2 coups de filet de la police nationale, la police judiciaire qui a mis la main sur une bande de malfrats spécialisés dans le vol de motos et la police anti-drogue qui a saisi une importante quantité de drogue. Le tirage au sort de la CAN 2015 a eu lieu hier au siège de la CAF où le MENA Kadié connaît désormais ses adversaires. Il s'agit du Nigeria, de la Guinée et de la Zambie. Les réactions de l'entraîneur du MENA Kadié dans ce journal. Mesdames et bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. Coup de filet des éléments de la police judiciaire qui ont mis la main sur une bande de malfrats spécialisés dans le vol d'engins à 2 roues. Les voleurs et les motos saisis ont été présentés ce matin à la presse. Le compte rendu avec Souleymane Barma. Garder une moto nécessite beaucoup d'attention et de prudence pour les Niamais. Au niveau des commissariats de police, les déclarations de vol de motos sont fréquentes ces 3 derniers mois. L'ampleur du phénomène a suscité une enquête qui a finalement abouti à l'arrestation d'une vingtaine de jeunes malfrats et plus de 130 motos immobilisées dans les locaux de la police judiciaire. La DPJ, à travers la brigade des recherches et d'investigation, a mené une enquête minutieuse, enquête qui nous a permis de mettre la main sur plusieurs groupes de malfrats composés de 23 personnes. Et au cours de cette interpellation, nous avons eu à récupérer pas moins de 32 motos. Et il est important ici de préciser que parmi ces voleurs, il y a aussi parmi le groupe de malfrats, il y a des receleurs qui viennent récupérer les motos à partir de Niamey afin de les liquider dans les différentes localités de Mangaïsé. Je dis bien Mangaïsé, Torodi et vers la localité de Balayara. Le problème auquel on est confronté au cours de nos enquêtes est que à partir du moment où la moto a été volée, les châssis sont automatiquement falsifiés, puisque parmi eux, ils ont aussi un spécialiste qui joue le rôle de falsification des numéros de châssis, ce qui ne nous permet pas de récupérer la moto à temps et très vite. Raison pour laquelle aussi nous attirons l'attention des usagers de tout faire pour avoir les pièces de leur engin au complet. 80% de ces motos ont été volées à la devanture des maisons ou à l'intérieur même de la cour de la maison. Là aussi, il y a une négligence de la part des usagers. S'il vous plaît, prenez le soin de fermer à clé vos engins, mais aussi vos véhicules. Une fois de plus, chapeau à la police nationale pour le travail de sécurisation des personnes et leurs biens. Pour aider cette police à accomplir convenablement cette mission, les motocyclistes doivent être en règle vis-à-vis des fiscalités. Coup de chapeau donc aux éléments de la police judiciaire. Coup de chapeau également aux éléments de la police antidrogue. Ils ont saisi la semaine dernière à l'aéroport international Djori Hamani de Niamey et à la rive droite 2 kg 140 kg de cocaïne et 15 kg de cannabis. Les trafiquants sont actuellement dans les mains de la police antidrogue qui les a présentés ce matin à la presse nationale. Retrouvons Souleymane Barma. C'est l'une des plus importantes saisies de drogue qui vient d'être déclarée par la police nationale à travers la coordination de lutte anti-drogue. Les 17 et 18 décembre, un coup de filet a pris 2 grands trafiquants, tous des étrangers en possession de la marchandise. Nous avons reçu une information selon laquelle un ressortissant de la sous-région revenant du continent américain est susceptible de transporter de la cocaïne.
suite à ces informations, nous avons été à l'aéroport de Niamey, où le monsieur avait atterri, et là, il avait avec lui les 4 valises. Nous avons essayé de fouiller à l'aéroport, mais vu l'endroit, nous avons préféré l'amener dans nos locaux. Nous avons fouillé ses bagages, nous n'avons pas trouvé. Et il avait justement cette cocaïne qui était dissimulée dans les bras, les tirs valises. C'était dissimulé, quand on a tiré, ça ne s'ouvrait pas, ça doit se déployer, ça ne se déployait pas. Donc, suite à ça, nous avons cassé et nous avons pu découvrir 2 kg 140 grammes. Et estimation, ça fait 128 millions 400 000 francs CFA. Le deuxième cas, et c'était une saisie qui a été effectuée au niveau de la rive droite. La police de la rive droite a pu fouiller un véhicule où justement cette drogue était dissimulée dans une valise que le passager a placée sous ses pieds. On a demandé aux gens de descendre, il était descendu. Quand on a demandé à qui appartenaient ces valises, il avait refusé de se prononcer. Mais en fouillant la fouille, en procédant à la fouille des passagers, on a pu retrouver dans sa poche, dans une boîte d'allumettes, la clé du cadenas qui ouvrait cette valise, ce qui a permis de l'appréhender. Et là, ça fait 13 kilos de cannabis. Le trafic de drogue dans la sous-région ouest africaine a pris de l'ampleur au cours du deuxième semestre de l'année 2014, ce qui a conduit les autorités à multiplier les stratégies. Vous avez par exemple 2 tonnes 312 et 16 cornets qui ont été saisis en moins de 6 mois. Vous avez 722 390 comprimés de D5. Vous avez 49 359 gélules et au total 65 personnes ont été interpellées. Donc suite à l'ampleur de ce phénomène, et des saisies ont été effectuées par les services de police sur toute l'étendue du territoire national. Et ces saisies-là que je viens de vous citer ont été effectuées dans des moyens de transport. Et vu que ça prenait de l'ampleur, le ministre de l'Intérieur a tenu à recevoir les représentants des transporteurs. Et cela a permis de partager et de réfléchir sur les procédures engagées pour y remédier. Face à la menace que constitue le trafic de drogue, c'est toute la population qui est interpellée à coopérer davantage pour la réussite de ce grand combat. L'actualité sur le front social, le syndicat national des pharmaciens, médecins, chirurgiens et dentistes du Niger, le Symphamed, a organisé ce matin un sit-in dans les locaux du ministère de la fonction publique. Un mouvement pour exiger des autorités la liste donc des recrutés publiée la semaine dernière. Le reportage avec Mamoun Saleh. Par ce sit-in au ministère de la fonction publique, les militants du syndicat des pharmaciens, médecins, chirurgiens et dentistes du Niger exigent l'abrogation pure et simple du recrutement des médecins. Selon le Symphamed, ce recrutement est entaché d'irrégularité. Le critère principal n'a pas été respecté, c'est-à-dire celui de l'ancienneté de la soutenance. Et c'est ce que nous dénonçons, nous rejetons catégoriquement et nous venons juste de sortir, n'est-ce pas, d'une rencontre avec certains responsables du ministère de la fonction publique et de réforme administrative. Et effectivement, nous, comme nous l'avons dit, notre position, en tout cas nous rejetons catégoriquement, nous rejetons en bloc ces recrutements. Parce qu'ils n'ont pas respecté, comme nous l'avons dit, l'ancienneté des recrutements. Mais ces gens, effectivement, nous font une proposition. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un recrutement à l'instance, un recrutement de 114 autres médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes qui sera fait encore sur dossier. Un recrutement d'abord qu'ils avaient annoncé sur concours, que nous avons rejeté, que les Symphamed avaient rejeté. Maintenant, ils sont en train de prendre un acte pour recruter 114 là sur dossier. Et ils nous proposent d'attendre et de prendre effectivement le nom des camarades qui sont lésés, les camarades qui ont été victimes de l'injustice, n'est-ce pas, de ces autorités-là et de les prendre dans les 114. Une proposition que nous avons rejetée en bloc.
nous les rajoutons en bloc et nous, ce que nous exigeons, qu'on abroge cet arrêté qui recrute le 130, on revient, on part sur la base de critères de l'ancienneté de la soutenance, on prend le 130 premier, nous estimons que c'est eux qui méritent. Après, on vient les 114 qui suivent, on les prend, là nous estimons que c'est ça la justice. Le ministère de la fonction publique a demandé aux Saint-Famed de surseoir à cette revendication et attendre la prochaine liste. Mais le syndicat a rejeté cette demande et menace même de durcir le temps pour aboutir à la satisfaction. Le Conseil supérieur de la communication a débuté ce matin les travaux de sa session ordinaire au titre du mois de décembre 2014. Plusieurs points inscrits à l'ordre du jour de cette session, dont entre autres l'examen et l'adoption du projet de délibération sur la protection des mineurs dans les médias audiovisuels. D'autres précisions avec notre reporter Asman China. Pour cette session ordinaire du Conseil supérieur de la communication du mois de décembre, la dernière de l'année 2014, 7 points sont inscrits à l'ordre du jour. Échange d'informations sur le Conseil supérieur de la communication durant l'intersession, examen et adoption du projet de délibération sur la protection des mineurs dans les médias audiovisuels, approbation du plan stratégique 2014-2019 du CSC, examen et adoption des rapports du Conseil de presse et des relais régionaux du CSC, examen et adoption du carnet du rapport d'activité 2014 du CSC, questions diverses. Le président de l'organe régulateur de la communication a insisté sur le point relatif à la protection des mineurs dans les médias audiovisuels. La protection de cette catégorie de public a quelque chose de particulier, en ce sens qu'elle aborde des contenus qui ne sont pas considérés comme illégaux, mais qui peuvent être nuisibles ou préjudiciables aux mineurs. De manière pratique, la protection des mineurs consiste à mettre en place des dispositifs susceptibles de limiter, d'empêcher ou de prévenir l'accès à certains contenus audiovisuels aux mineurs, en laissant bien sûr la possibilité aux personnes plus âgées d'y avoir accès. La protection des mineurs de l'exposition à certains contenus diffère donc de l'interdiction pure et simple de ce contenu. Et lorsqu'on parle de protection des mineurs, il est absolument nécessaire d'identifier les différents types de risques, notamment les risques liés à l'exposition aux médias qui diffusent des contenus considérés ou avérés nuisibles aux mineurs à leur épanouissement ou à leur développement. Les risques liés à la participation active à des programmes qui leur sont potentiellement nuisibles ou qui porteraient atteinte à leur dignité. Les risques liés à la divulgation d'éléments permettant l'identification des mineurs dans les médias, surtout quand ils sont victimes. Et enfin, les risques liés au commerce, principalement à la publicité. C'est la Convention internationale sur les droits de l'enfant qui est l'instrument de protection des enfants. Pour relever les défis multiples et multiformes liés à la protection des mineurs dans les contenus audiovisuels, le CSC s'engage à mener une profonde réflexion afin de mettre en place des dispositifs efficaces pour que les enfants ne soient plus exposés impunément aux contenus nuisibles et préjudiciables à leur épanouissement. Sur un autre registre, la salle de réunion de la TAPO a servi de cadre hier à une réunion d'échange entre le Protecso, les membres de la campagne Cultivons et des structures de la société civile. Objectif, mûrir les réflexions pour l'adoption et la mise en œuvre de la loi sur la protection sociale au Niger. Envoyé spécial Nasser Dantofo et Sadoumi. Il s'agit à travers cette rencontre d'information, de sensibilisation et de plaidoyer à l'endroit des membres de la campagne Cultivons et des leaders des organisations de la société civile d'échanger sur la politique nationale de protection sociale pour l'adoption et la mise en œuvre de la loi sur la protection sociale. À travers la campagne Cultivons, donc Protexo se joint à cet effort fédérateur et l'atelier qui s'ouvre aujourd'hui en est la preuve. La finalité de tout ce processus est de permettre aux différents membres, associations et alliés de la campagne d'internaliser et de s'approprier de tous les aspects fondamentaux, de connaître les tenants et aboutissants de la mise en œuvre de la PNPS afin de tendre vers un socle de protection sociale. L'objectif général
est de contribuer au processus de plaidoyer pour l'adoption et la mise en œuvre de la loi sur la protection sociale au Niger. La question de la protection sociale est donc fondamentale pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. Le coordinateur national de la protection sociale, en ouvrant les travaux de cet atelier, est revenu sur les raisons et la nécessité de doter le Niger d'une loi sur la protection sociale. Nous avons pensé à faire en tout cas notre contribution à la protection sociale parce qu'il y a 3 raisons fondamentales. La première raison, c'est d'abord, vu qu'il y a assez de politiques sectorielles, je crois, au Niger, qui parlent du bien-être de l'homme nigérien. Et la Constitution l'a dit, je pense que le directeur Pédoxon vient de le dire. Et il y a aussi beaucoup de financement. Et quelquefois, le problème qui se pose, c'est de la cohérence de ces politiques. Au niveau de la plateforme, nous avons dit, compte tenu effectivement qu'il faut créer les conditions d'un développement à la base au Niger, et aussi tenir compte de tout ce qu'on a comme potentialité, et aussi, nous avons quelques problèmes par rapport aux approches de ciblage dans le cadre de la protection sociale. Nous avons pris sur nous pour voir comment nous pouvons faciliter effectivement la protection sociale. Comme vous le savez, depuis le 16 septembre 2011, le gouvernement a adopté une politique nationale de protection sociale autour de 5 axes. Le premier axe, c'est la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le deuxième, c'est effectivement la promotion du travail décent et de la sécurité sociale. Le troisième axe, c'était comment contribuer à améliorer les conditions de santé et des services sociaux de base et les infrastructures. Le quatrième axe, c'est effectivement, voilà comment sécuriser les groupes vulnérables. Et le cinquième axe qui nous réunit aujourd'hui, c'est le cadre législatif et réglementaire. Et comme vous le savez, chacun de ces actes a été confié ou à des partenaires techniques, ou à des ministères, ou à un certain nombre, en tout cas, de partenaires pour pouvoir aider à mettre en œuvre cette politique. Cet atelier, qui durera 2 jours, financé par Oxfam Niger, permettra aux acteurs et partenaires impliqués dans le processus de la mise en œuvre de la politique nationale de la protection sociale d'être outillés sur la pertinence de l'adoption d'une loi de protection sociale au Niger. Et puis, l'association des opérateurs de téléphonie du Niger a procédé cet après-midi à l'hôtel Ténéré de Niamey au lancement de collecte de fonds pour la lutte contre l'Ebola. Une opération qui durera jusqu'en fin mars 2015 et visant à apporter la contribution de la clientèle via les opérateurs de téléphonie pour lutter contre cette maladie. Adosmana pour le compte-rendu. Par la présente rencontre, l'ensemble des opérateurs de téléphonie mobile au Niger annonce les couleurs d'une riposte citoyenne contre le virus Ebola. Une union de forces pour barrer la route à ce virus très mortel qui sévit en Afrique. En tant qu'acteur majeur de l'économie du Niger, notre pays, les entreprises de téléphonie de la place ont le devoir de s'engager dans la lutte contre le virus à Ebola. C'est pourquoi l'Association des opérateurs de télécommunications du Niger, ASOTEL, se sent pleinement concernée. En effet, le rôle d'entreprises citoyennes que sont Move, Orange, Airtel, Sahelcom et Sonitel se doit d'être renforcé en contribuant à la bonne santé de nos populations qui constituent notre clientèle. Une clientèle dont la participation dans ce combat se fera de la manière suivante. Les opérateurs ont accepté de permettre à tout abonné de participer à la lutte. Un code court commun, le 79-79, a été attribué par l'ARTP, notre régulateur. Il suffira donc d'envoyer par SMS le montant de votre don. Cette somme est alors déduite de solde de votre compte de crédit de communication et entièrement reversée par l'ASOTEL aux autorités. Présent à cette rencontre, un des membres de la cellule Ebola a fortement loué cette initiative salvatrice des opérateurs. C'est une bonne chose pour la population, c'est une bonne chose pour tout le Niger, et les gens doivent utiliser ce numéro à bon escient. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où, je l'ai dit, il n'y a aucun cas à ce jour. Donc, on doit se baser sur les éléments épidémiologiques. Il ne faut pas appeler à tort à travers parce que quelqu'un a de la fièvre. Parce que la maladie à virus Ebola, 6 000 le paludisme, 6 000 la fièvre typhoïde, 6 000 une grippe. Donc, c'est à peu près les mêmes symptômes. Donc,
L'élément déterminant avant d'appeler quelqu'un, c'est quand quelqu'un a ces symptômes et qu'il est rentré en contact avec quelqu'un qui vient de l'extérieur, particulièrement quelqu'un qui est venu d'un pays où la maladie sévit à ce jour. C'est-à-dire que si l'individu n'est pas sorti du Niger, ne vous alertez pas, amenez-le dans la formation sanitaire la plus proche. Ce n'est pas Ebola. Les opérateurs de téléphonie au Niger emboîtent ainsi les pas à certaines institutions déjà engagées dans ce noble combat. Notons que cette campagne durera 3 mois, donc jusqu'en fin mars 2015. Avec votre soutien, nous allons bouter Ebola hors de l'Afrique. Du sport, le tirage au sort des 2 groupes de la CAN des cadets Niger 2015 a eu lieu hier au siège de la Confédération africaine de football, c'est au Caire, en Égypte. Le MENA cadet connaît désormais ses adversaires, à savoir la Guinée, le Nigeria et la Zambie. C'est donc la composition de cette poule A. Pour l'entraîneur du MENA cadet Al-Husseini Sagayer, le coup est jouable pour les 2 premières places de ce groupe qualificatif pour le mondial des cadets. On l'écoute. L'idée, c'est qu'on pouvait se retrouver avec n'importe qui, peut-être hormis l'équipe qui va être utilisée comme tête de poule. À ce niveau, il n'y a pas de surprise, je ne vois pas de surprise là-dedans. Et je me dis que tout réfléchit. On est dans un groupe où on est pas mal loti. Donc, pas mal loti, c'est-à-dire que le groupe donc s'annonce compliqué. Non, pas compliqué, c'est pas mal loti, ça veut dire pour moi que tout est jouable. On a autant de chances. Et je pense qu'on va aller jouer jusqu'au bout. Je n'ai pas d'a priori par rapport aux équipes que nous devrons. Parce que c'est une compétition où s'il faut gagner, il faut passer par ça. Il faut passer par rencontrer tout le monde. Il faut se préparer pour rencontrer tout le monde. Et a priori, je dis que nous sommes dans un groupe où on a beaucoup plus de chances de s'en sortir. Oui, et vous avez des chances de vous en sortir. Est-ce qu'il y a des équipes que vous craignez le plus dans cette poule? Je ne peux pas craindre une équipe à ce niveau. Parce que pratiquement toutes les équipes à ce niveau de compétition sont des inconnus. C'est la première équipe d'une nation constituée de jeunes. Il est très rare que des jeunes soient connus à ce niveau, surtout en Afrique. Peut-être quelques-uns pourront être reconnus parce qu'ils jouent dans certains clubs, mais à ce niveau, c'est déjà très difficile d'avoir des cadets qui jouent dans les équipes médiatisées. Et donc, tout le monde va sur ses valeurs, tout le monde va sur ce qu'il a comme formation à la base. Tout le monde va sur ce que ces enfants possèdent en fait en réalité en termes de qualité. Alors, Al-Husseini, pour vous donc le coup il est jouable pour que le Niger soit parmi les 2 premières de cette poule. En cas d'être parmi les 2 premières de cette poule, on sait que ça va être directement le demi-finale et ça va être aussi une place qualificative pour le mondial des cadets. C'est ça les objectifs de la Fédération nigérienne de football. L'objectif c'est d'abord de finir parmi les 2 premiers, comme vous l'avez dit, pour avoir une place qualificative à la Coupe du Monde. Et nous organisons la compétition. Le plaisir serait, la cerise sur le gâteau serait de remporter la compétition. Voilà, pour remporter cette compétition, il faut quand même un effectif, il faut quand même un plan de préparation. Et jusque-là, on ne voit pas beaucoup de tapage qui est en train d'être fait autour de cette équipe des cadets, mais Al-Husseini Sagayer est en train de faire son travail, comme ça se doit ici au centre technique. Alors, parlez-nous de l'effectif que vous avez à votre possession. Je suis partisan de pas de nouvelles, pas de problème. Donc, pour moi, médiatiser, est-ce que ce serait une bonne chose? Non, nous travaillons, nous avons un objectif, nous travaillons dans l'optique d'atteindre l'objectif. Beaucoup de personnes, en fait, ne vous en faites pas, beaucoup de personnes, c'est pratiquement toute la nation, d'une manière ou d'une autre, qui œuvre dans ce sens-là. Chacun joue sa partition et nous essayons de jouer la nôtre le mieux possible. Je crois que moins les gens s'en savent, plus nous porterons. L'actualité hors de chez nous avec d'abord le portrait du nouveau président tunisien. C'est pour la première fois que de l'histoire que les Tunisiens ont pu voter librement pour élire leur président de la République. Ministre sous Bourguiba, à la tête du Parlement sous Ben Ali, Béji Caïd Essebsi se présente comme le garant de l'autorité de l'État. Premièrement, j'aimerais un retour de l'État. Mais quel État ?
Un État de droit dans lequel les citoyens et les citoyennes soient égaux devant la loi. Et un État juste pour que tout être humain y trouve ses droits. Pas un État de favoritisme. À l'inverse de son adversaire, il s'affiche bien entouré, fier du soutien officiel de plusieurs partis. Il a le sens de l'État, deuxièmement le sens de l'Union également. Vous voyez cette image-là, je ne pense pas que Marzouki peut réaliser une telle image. Les partis qui le soutiennent n'osent même pas le soutenir donc devant les médias en public. Souvent qualifié à tort de laïque, le parti qu'il a fondé se décrit comme séculier. Nous sommes un parti qui n'est pas anti-islam. Nous sommes un parti qui est contre l'islamisme, c'est-à-dire l'effort politique d'utilisation de l'islam pour des fins politiques. Mais nous considérons aussi un parti séculier. Et quand on dit séculier, on n'est pas contre la religion, nous sommes tous musulmans. Pourtant, Béji Caïd Essebsi n'hésite pas à utiliser la religion dans la campagne, comme lors de cette visite à un mausolée soufi. L'homme se définit comme un disciple de Bourguiba et certains s'inquiètent d'une omniprésence de Nida Tounès au Parlement et à la présidence en cas de victoire, mais le parti veut rassurer. En matière de démocratie, évidemment, Bourguiba n'avait pas franchi le pas, il a essayé de le faire, mais cela n'a pas réussi. Au XXIe siècle, évidemment, la démocratie devient l'une des composantes fondamentales de tout État. À 88 ans, le candidat est loin d'être une figure de la jeunesse tunisienne, mais il table sur son expérience d'homme d'État. En France, les urgentistes dénoncent leurs conditions de travail, les soignants qui n'arrivent plus à soigner les patients qui s'impatientent. Les urgentistes déclament des heures supplémentaires mieux payées. Quelques mots pour signifier son mécontentement, seule manière pour le personnel réquisitionné des urgences d'exprimer sa colère. Fatigué des cadences infernales jusqu'à 60 heures hebdomadaires, lassé des heures supplémentaires non payées. Nous ne sommes pas payés entre la 39e et la 48e heure. On déclenche nos heures supplémentaires à partir de 48 heures. Et donc la revendication des urgentistes aujourd'hui, c'est d'être payés pour un travail qui est effectué entre 39 et 48 et que ce temps-là soit reconnu. Et surprise, en cette première matinée de conflit, l'annonce il y a à peine quelques minutes de la ministre de la Santé, Marisol Touraine, sonne la fin de la grève. Je me réjouis de l'issue favorable de ces discussions, de ces négociations qui ont été fructueuses, qui vont permettre de la manière la plus rapide possible et en tout cas au premier semestre 2015 d'aboutir à un décompte horaire du travail des médecins qui travaillent dans les situations d'urgence et dans les services d'urgence. La ministre affirme avoir signé un accord sur les heures supplémentaires avec les syndicats. Joints par téléphone, ces derniers disent ne pas être au courant, stupéfaits. Ils attendent de voir les documents officiels et précisent qu'ils sont bien les seuls habilités à mettre fin au conflit. Fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Audio Jungle.